Peut-être d'abord commençons par l'Iran, parce que là le ton monte à nouveau et les manœuvres militaires américaines ne laissent place à aucun doute désormais. En tout cas, voilà, il y a une vraie menace de frapper le régime islamique. On fait le point avec Mathilde Ibanez et puis on se tourne vers l'expert pour savoir si Donald Trump veut frapper et qu'est-ce qu'il veut frapper et quel est son but exact. On regarde le sujet. Dans un climat de plus en plus tendu, Donald Trump continue de menacer l'Iran. Avec l'entrée dans le golfe Persique d'une armada militaire massive, le porte-avions Abraham Lincoln, Washington affiche la démonstration de force. Une immense armada se dirige vers l'Iran. Elle avance rapidement avec puissance, enthousiasme et détermination. Comme je l'ai déjà dit à l'Iran, négocier. Ils ont refusé et l'opération Marteau de minuit a entraîné une destruction majeure du pays. La prochaine attaque sera bien pire. Si ce déploiement ne signifie pas encore une intervention militaire américaine à Téhéran, il s'inscrit pleinement dans la stratégie de pression maximale de Washington face au régime des Mollahs. Même si le président américain affirme que le pouvoir iranien chercherait désormais le dialogue, mais un échange impossible sous la menace selon le ministre iranien des Affaires étrangères. Notre position est claire. Les négociations ne peuvent avoir lieu sous la menace et tout dialogue doit se dérouler dans des conditions où les menaces et les exigences excessives sont mises de côté. Pendant ce temps, la situation en Iran reste opaque, mais la répression semble se poursuivre. Selon la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme en Iran, le nombre de victimes pourrait en réalité se compter par dizaines de milliers. On a un bilan effroyable en Iran. Vincent Arbaretti, que cherche exactement Donald Trump? Parce que là, il parle du nucléaire à nouveau, il demande de négocier sur le nucléaire. Or, la question de la répression, ce n'est pas le nucléaire, la répression des manifestants. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Actuellement, il met en place des moyens pour déclencher une opération. Voilà. Si j'étais iranien, voilà ce que j'analyserais. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des missiles patriotes qui se mettent en place sur les différentes bases américaines. Il y a des moyens offensifs. Il y a d'énormes stocks logistiques aussi qui sont en train d'arriver, qui sont des stocks d'armement, de missiles. Et en fait, les États-Unis devront faire la même chose qu'Israël lors de la guerre des 12 jours, c'est commencer par gagner la supériorité aérienne, la suprématie aérienne, en effaçant toute possibilité iranienne de contre-attaquer les avions. Alors, de quoi dispose-t-il? Il dispose bien sûr de moyens de bombardement, de moyens de transport, éventuellement pour des commandos, mais surtout, et auparavant, de moyens de guerre électronique qui permettent, alors qui sont sur des avions pour la plupart, ou à terre, ou sur le porte-avions, qui permettent de neutraliser tous les radars, les systèmes de télécommunication, les systèmes d'information iraniens, de manière à avoir une zone de silence, comme on le dit, pour pouvoir opérer. Et cette zone de silence, dans la guerre du Venezuela, elle avait duré quelques heures. Elle pourrait durer un peu plus longtemps. Par rapport à la guerre des 12 jours, si vous voulez, les Israéliens ont quand même assuré... Ils sont en état d'alerte maximum aussi. Alors, ils sont actuellement en état d'alerte maximale, mais pendant la guerre des 12 jours, ils avaient obtenu la supériorité aérienne pendant une dizaine de jours, en mettant en permanence 200 avions en l'air. Là, les Américains ont à peu près une centaine d'avions. Donc ça veut dire que leur but n'est pas de durer... parce qu'évidemment, un avion ne peut pas tout le temps voler, il faut qu'il y ait d'autres qui le remplacent. L'aviation israélienne, c'était 400 avions, et 200 avions étaient en permanence en l'air, donc c'était 2 fois l'armée de la française. Pour une grande période, pour une grande zone comme l'Iran. Les Américains, avec leurs centaines d'avions, soit ils se font aider par les Israéliens, mais ce sont eux qui commandent. Il ne peut pas y avoir 2 chefs dans des opérations aériennes. On ne peut pas se répartir. C'est soit on est chef, soit on est concurrent. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, les Américains, s'ils déclenchent, c'est eux qui sont les chefs. Et les Israéliens viendront compléter leur dispositif autant que de besoin. Quand je dis Israéliens, il pourrait y avoir d'autres acteurs. Sans parler des Européens qui sont aussi dans la région, il peut y avoir aussi d'autres acteurs arabes, comme l'aviation jordanienne, par exemple, qui a l'habitude de travailler avec les Américains. Les aviations émiriennes, qataris sont également équipés et ont l'habitude de travailler avec les Américains. Et enfin, je terminerai là-dessus, il y a des exercices qui ont lieu depuis hier. Ces exercices peuvent très bien être un sorte de décrassage, voilà, un entraînement entre avions qui viennent d'endroits différents, y compris américains, entre ceux qui viennent du porte-avions et ceux qui sont à terre. Et ensuite, évidemment, cela peut couvrir des frappes éventuelles qui auront lieu forcément de nuit ou au très petit matin. Vincent Arbaretti, donc on a bien compris que le dispositif militaire était en place. Ma question, c'est quelle est la cible? Qu'est-ce que veut faire Donald Trump? Est-ce qu'il veut taper à nouveau les installations nucléaires? Elles ont été
quand même extrêmement affaibli lors des précédentes frappes sur le site de Natanz, ou est-ce qu'il veut faire tomber le régime des Mollahs? Et comment le faire tomber? Et c'est bien là toute la question pour le peuple iranien. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il y a au sol. Au sol, il y a probablement, en dehors du Mossad, des agents secrets et des forces spéciales américaines qui sont déjà prépositionnés ou qui vont l'être et qui vont distribuer des armes à des résistants iraniens. Et il est possible aussi qu'il y ait une partie des forces armées iraniennes, alors pas forcément les gardiens de la révolution, mais qui soient eux-mêmes prêtes à concourir au renversement du régime. Bon, tout ça sont des suppositions. Mais connaissant un petit peu les Américains, pour avoir travaillé avec eux un certain nombre de fois, ils ne laissent rien au hasard. Donc en fait, le déclenchement sera donné par quelqu'un au sol dès lors qu'une cible importante sera à portée de main. On imagine quelle cible, a priori, l'ayatollah. Écoutons juste le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il vient de s'exprimer devant la commission des affaires étrangères du Sénat aux États-Unis. Je pense que les régimes, y compris celui de l'Iran, ont compris que tirer dans la tête des gens avec des snipers est une méthode efficace. Je veux dire, ça marche, ils l'ont fait, et c'est horrible. Et c'est ce que nous avons vu. Ce régime est probablement plus faible que jamais. Et le problème fondamental auquel il est confronté est qu'il n'y a aucun moyen de répondre aux principales revendications des manifestants, à savoir l'effondrement de l'économie. André Vallini, je vais vous poser la question. Le but, c'est de renverser le régime ou d'affaiblir encore l'Iran? On ne sait pas, vous avez raison Laurence de poser la question, parce que les Américains soient prêts à frapper efficacement, durement, ça on leur fait confiance, si j'ose dire, mais dans quel but? Décapiter le régime, cibler l'ayatollah Khamenei, oui, et après? Et après, est-ce qu'il y a un leader de rechange? Est-ce que le régime ne va pas durer après Khamenei? Regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Ils ont capturé Maduro, mais le régime est toujours en place. Et le peuple vénézuélien continue à souffrir. J'ajoute que... En admettant qu'il veuille frapper et déstabiliser le régime et chasser ce régime, qui pour succéder à ses dirigeants? Le Shah Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah, ne fait pas l'unanimité. On dit que des résistants sont en prison, que des leaders potentiels sont en prison, mais lesquels? Donc on est vraiment dans le flou complet. Tous étaient emprisonnés au fil des années. Tous les prétendants à éventuellement une relève. Laetitia Guinard. Oui, moi je pense que le but là, et là d'ailleurs toujours été, le but c'est de renverser le régime. Et c'est le bon moment, moi je pense. Je me ferai mon mea culpa si je me trompe, mais je pense que c'est le bon moment parce que en fait la population iranienne est mûre en fait pour ça. Et les derniers événements justement dramatiques avec cette répression extrêmement sanglante, cyniquement sert justement les Américains. Parce que les gens en ont tellement ras-le-bol, en fait, et les images qu'ils voient de plus en plus depuis que Internet est réouvert, en fait, fait monter cette colère et se dire finalement... Peu importe, même si c'est les Américains qui nous libèrent, mais ça, on n'en veut plus. En plus, l'économie, ces mouvements de révolte étaient déjà partis de l'économie, c'est comme ça, quand même, c'est toujours à partir de ça que partent les révolutions, c'est l'économie, les bazaris. Et aujourd'hui, l'économie est complètement bloquée, il y a une dévaluation. L'argent, apparemment, serait sorti déjà en partie des banques vers Moscou, ça c'est à confirmer. Et en fait, les gens ne vont même plus au commerce parce que, d'abord, ils n'ont plus d'argent. Et en plus, ils ne peuvent pas aller au commerce parce qu'ils ont peur d'une attaque. Bref, la situation est épouvantable pour les Iraniens. Alors, le fait aujourd'hui de frapper, quand est-ce que ça sera... il faut quand même que les manœuvres se mettent en place, mettre en place aussi tous les porte-avions, etc. Est-ce que ça sera le week-end pour pas affoler la bourse? Est-ce que ça sera la semaine prochaine? Il faut juste imaginer que ça sera probablement pas avec les Israéliens parce que l'effet en termes de marketing serait très mauvais à moins que les Israéliens soient attaqués. Il y a aussi une géopolitique de la région qui est pas aussi aisée que ça. L'Arabie Saoudite n'est pas pour la destitution justement du régime iranien. Le Qatar non plus, la Turquie. Enfin, il y a des choses, il y a des jeux qui se font, mais probablement qu'effectivement cette fois, ça sera probablement la bonne parce que c'est l'occasion ou jamais. Reste à savoir effectivement quel est l'homme de la situation qui peut remplacer, évidemment. Mais probablement effectivement qu'ils vont quand même vendre parce que les Iraniens sont beaucoup plus preneurs que depuis quelques semaines de Reza Pahlavi qui ne l'était avant, de manière générale. Encore une fois, c'est très difficile de faire des micro-trottoirs à cette distance et encore même pour les Iraniens d'ailleurs eux-mêmes. Mais probablement qu'effectivement cette fois c'est la bonne et par opportunité.
d'opportunisme, en fait. Parce que Trump s'en fiche, en fait. Lui, ce qu'il veut, effectivement, c'est du pétrole, d'abord, avant même le nucléaire. Il veut du pétrole et effectivement un régime stable. Et probablement que le régime stable, qui peut lui offrir ça de façon fiable, c'est plus le régime iranien qui ne va tracter qu'avec la Chine, etc. Et donc, l'opportunité et la finalité se rejoignent sujet aujourd'hui. international que je veux aborder avant de libérer M. Arbaratier. Je vous aurai la parole aussi, Joseph. C'est le Groenland, parce que, évidemment, là, on a Emmanuel Macron qui a été aujourd'hui mobilisé sur ce dossier. On reçoit la première ministre du Danemark et le premier ministre du Groenland. On va juste écouter ce qu'il dit sur le fait de renforcer l'urgence, évidemment, et la stratégie des alliés dans cette région. Il était à l'Élysée et il était chaussé de ses lunettes. Écoutons-le. La situation au Groenland est un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe. Sur l'affirmation de notre souveraineté européenne, sur notre contribution à la sécurité de l'Arctique, sur la lutte contre les ingérences étrangères et la désinformation, sur la lutte contre le réchauffement climatique et sur un partenariat privilégié de développement durable et de réduction des dépendances stratégiques. Voilà, il avait plutôt chaussé les lunettes qu'était chaussé de ses lunettes. Ça aussi, c'est un véritable dossier, un véritable enjeu, Vincent Arbaratier. Pour les Européens, effectivement, puisque on l'a vu avec la séquence arctique groenlandaise qui s'est déroulée il y a une semaine. En réalité, il y a 3 ou 4 pays qui sont des spécialistes de la défense arctique, qui sont au nord de l'Europe, sans surprise, et qui ont l'habitude, depuis déjà des dizaines d'années, de s'entraîner ensemble. Alors, quand ils en ont besoin, ils font appel à des renforts, qui sont souvent des renforts britanniques ou des renforts français, parce que nous avons aussi des troupes de montagne qui sont aptes à ce genre de climat et qui s'entraînent depuis un certain temps. Les Allemands également. Alors le problème ensuite, c'est d'avoir un mécanisme au niveau européen qui puisse automatiser la décision d'engager des troupes sans que chaque pays, les uns après les autres, plus ou moins volontairement, mettent leurs troupes à disposition du pays qui en fait la demande. Donc, alors il y a eu un ancien Premier ministre lituanien qui, il y a quelque temps, dont j'ai oublié le nom, qui a parlé d'un Conseil de sécurité européen qui serait à Bruxelles et qui donnerait à la commissaire la commissaire européenne des responsabilités en matière de défense, et lui-même d'ailleurs est chargé par elle depuis le mois d'août à établir une doctrine de défense européenne qui dépendrait de la Commission. Alors, les Français ne peuvent pas l'accepter, monsieur Arbaratier. Alors les Français, pour l'instant, alors, ils doivent travailler. Possible. En fait, il y aurait une complémentarité. L'idée serait de remplacer les 100 000 Américains qui partiraient par 100 000 Européens qui seraient recrutés au niveau de Bruxelles. Et qui serait... Alors, vous savez, l'Europe de la défense est en train de se faire à bas bruit, quoi qu'en dise le général de Villiers. C'est l'Allemagne qui est en train de pousser ses plombs, qui a intégré les forces armées, l'armée de terre néerlandaise dans ses divisions. C'est exactement, Pierre de Villiers. Excusez-moi, c'est exactement ce qu'il dit. Les Allemands, eux, ils sont en train de la faire, mais ils n'en parlent pas. Si vous voulez. Donc, l'enjeu pour la France, il est de se trouver soit en complément de l'effort allemand, soit de construire et d'être au leadership de cette force européenne. Voilà. Je vois que ça fait réagir. Geoffroy et Joseph ensuite. Je réagissais justement sur ce que disait le général de Villiers. Quand on ampute la France ou les États, les nations européennes de leur souveraineté, on le claironne rarement sur tous les toits. Et c'est vrai que l'Allemagne, qui en fait est on parle souvent, vous savez, du couple franco-allemand, etc. En fait, l'Europe était, à impulsion allemande. Elle est dirigée par une Allemande qui défend les intérêts allemands, qui fait des deals avec les Américains quand elle a besoin pour les intérêts allemands, ou avec le Mercosur pour les intérêts allemands. Et en l'occurrence, l'Europe de la défense, c'est un intérêt allemand. Ce sont des technologies françaises, notamment dans l'industrie de la défense, et notamment qui concernent les Rafales, qui vont être récupérées par des Allemands pour faire un avion qu'on appellera européen, qui sera en fait juste pour nous le SCAF exactement. Et tout ça encouragé par des élites françaises qui sont droguées au couple franco-allemand, comme par exemple... Mais qui est devenu le couple italo-allemand, puisqu'il s'est tourné vers Giorgia Meloni, M. Merz, pour passer un accord, de nombreux accords. Vous avez le droit, Joseph, dans votre réponse, d'englober le Groenland et l'Iran, parce que je sais que vous vouliez... Non, sur le Groenland, je souscris tout à fait ce qui était dit. Non, sur l'Iran, il y a beaucoup d'éléments, moi, qui me... Bon, d'abord, tous les jours, je dis franchement tous les jours, parce que il y a quand même beaucoup d'informations qui nous proviennent d'Iran. Je ne rate rien. Je suis allé souvent dans ce pays. J'ai des amis franco-iraniens, iraniens. Je suis bouleversé par ce qui se passe, vraiment bouleversé. Je suis bouleversé, stupéfait par ce que j'entends. Par exemple, j'entends, l'ingérence américaine. Mais je me demande si les gens ne sont pas fous. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons de l'ingérence américaine, ce qu'il faut bien savoir, c'est que venant de Syrie et d'Irak,
il y a tous les éléments terroristes islamistes qui sont dans la rue pour tirer sur la foule iranienne. Et on vient nous parler d'ingérence. Les politiques français osent nous parler d'ingérence. Ensuite, le deuxième point, c'est sur Israël. On se dit, mais on ne comprend pas pourquoi Israël a des intérêts, bien sûr, stratégiques, matériels. Mais attendez, juste, vous qui commentez un tout petit peu d'histoire, hein, c'est Cyrus le Grand qui a libéré les Juifs de Babylone. Et depuis, il existe un pacte multiséculaire entre Israël et l'Iran. Voilà, c'était tout.